Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Cette initiative avec cet espoir que cette initiative ne soit pas un aboutissement, mais bien un début. Parce que cette convention citoyenne, elle doit servir peut-être de cadre de réflexion à une prolongation de la présence des citoyens dans de nouvelles institutions. Parce qu'il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que par rapport aux enjeux du XXIe siècle, enjeux sociaux, enjeux écologiques, qui, l'on voit bien, sont en train de se rapprocher, se combiner, de s'alimenter. On n'est pas en déficit d'intelligence, on n'est pas en déficit d'outils, on n'est pas en déficit de moyens. Bon, on aura toujours besoin d'avoir des sauts supplémentaires. Mais il y a une chose qui fait cruellement défaut à tous les échelons, c'est de l'intelligence et de la volonté collective. Et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je sais simplement que l'avenir sera radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Il va l'être de gré ou de force. Mais je sais une chose, c'est que si on veut échouer, alors il faut continuer à entretenir nos petites divisions et à mijoter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. Il faut de l'intelligence et de la volonté collective. Il faut partager une vision. Ça paraît peut-être un peu utopique, mais peut-être que c'est en creux l'opportunité de cette injonction climatique, c'est que ça va nous obliger à additionner nos intelligences, parce que si on continue à cultiver la culture de la polémique, du ring, de l'affrontement, de la politique partisane, si on continue, nous les citoyens, à avoir une défiance dangereuse vis-à-vis des politiques, et si les politiques, dans le même temps, ne s'inspirent pas de la créativité, de l'inventivité, de l'intelligence des citoyens, on n'y arrivera pas. Chacun doit jouer son rôle. La société, elle a été structurée pour ça. La science nous éclaire. Elle a posé un diagnostic. C'est bien de notre survie dont il est question. Nous pouvons, selon, notre volonté, notre intelligence, notre détermination surtout, éviter à nos enfants d'être dans un monde cruel ou au contraire. Et tout se joue dans un temps court parce que nous avons perdu énormément de temps. Et nous ne disposons pas de beaucoup de temps. Mais si l'on veut faire face à cet enjeu, il faut faire les choses en grand. Vous savez, quand j'ai quitté avec beaucoup de tristesse le gouvernement, on m'a dit, mais j'ai entendu, il ne s'accommode pas des petits pas. Ce n'est pas un problème de s'accommoder des petits pas, j'engrange tout. Je suis content quand les choses vont dans le bon sens. Mais ce qui nous anime, ce qui nous réunit ici, c'est d'éviter à un moment ou à un autre que la situation nous échappe.
et que nous rentrions dans une situation irréversible comme la science nous l'a parfaitement modélisé. On veut éviter d'ajouter de l'injustice à l'injustice. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui, n'en ayez absolument aucun doute, c'est un enjeu de dignité humaine et de justice sociale. Mais c'est un enjeu éminent de solidarité, parce que ceux qui payent déjà les pots cassés des conséquences climatiques, qui est une composante de la crise écologique, ce ne sont pas forcément toujours dans notre hexagone, quoique les choses commencent à changer, des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont aucune responsabilité dans un phénomène qu'ils subissent, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité et qui parfois s'est fait sur leur dos. Donc l'enjeu climatique, c'est un enjeu de dignité, de justice et de solidarité. Mais comme il va nous obliger effectivement, il va nous obliger dans un monde qui est fluctuant, où rien ne pourra entraver l'instinct de survie, il va nous obliger à penser, à agir et à créer un monde solidaire. Mais encore faut-il que l'on ait le même diagnostic. Et c'est là où souvent, parfois de bonne foi, il y a un malentendu. Est-ce que la crise climatique et la crise écologique, pardon, les associer parce que les deux se nourrissent? Quand la biodiversité et les écosystèmes s'effondrent, ça ajoute évidemment des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Est-ce que cette crise est une difficulté parmi d'autres que l'on va résoudre? Ou est-ce que c'est une crise qui détermine tout le reste? Et pas ma conviction, ce que nous dit la science, c'est que tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tous les acquis démocratiques, civilisationnels, scientifiques, historiques, peuvent être mis à néant si, à un moment ou un autre, on laisse les phénomènes nous échapper. Donc, la seule exigence qu'on a, ce n'est pas de savoir si ce gouvernement fait plus que le précédent, ce n'est pas de savoir si la France est mieux que d'autres pays européens. La seule question qui prévaut, c'est est-ce que nous allons protéger l'avenir de nos enfants ou non? Est-ce qu'on va protéger la vie? Est-ce qu'on va préserver l'habitabilité de la planète? Et chacun a compris ici intimement que quand on dit on veut protéger la planète, oh, certes, on l'a déjà pas mal dégradée, mais ça sera un non-événement géologique si l'humanité venait à disparaître. C'est bien l'humanité dans sa diversité, dans sa fragilité, dans sa beauté que nous voulons préserver. Et ce sont bien les plus vulnérables qui, au jour d'aujourd'hui, sont déjà exposés. Donc l'enjeu écologique, l'enjeu climatique, c'est un enjeu social. Mais il ne peut s'appréhender effectivement qu'avec une dimension, une exigence sociale. Pourquoi est-ce que quand le président m'a proposé d'être ministre, la première chose que j'ai demandé, c'est que le ministère s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire? Ce n'était pas simplement pour avoir un petit changement notable sur le fronton du ministère, c'est parce que j'avais cette intime conviction que cette transition, elle ne peut être solidaire ou elle ne sera pas. Mais comme je pense que le XXIe siècle ne peut être que solidaire ou ne sera pas. Et je fais une petite diversion pour vous dire pourquoi le XXIe siècle ne peut être que solidaire ou ne sera pas, ou en tout cas ne sera pas pacifique. Parce qu'on est dans un monde qui a brutalement changé. Il faut garder ça à l'esprit. Le monde s'est connecté. Et en se connectant, il a non pas réduit les inégalités, il les a confrontées. Il a donné aux exclus la vue sur les inclus. Maintenant, au Sahel, aux Philippines, ceux qui subissent les conséquences des changements climatiques, ils savent très très bien ce qu'ils subissent. Ils savent très bien qu'ils sont des victimes et pas des auteurs. Et donc, si on veut un monde solidaire, si certains veulent aspirer à la paix, eh bien, il faudra un monde plus solidaire. Et pour un monde plus solidaire, dans un monde où chacun le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe en Europe, où les crises sociales se multiplient, il faut bien comprendre que les racines de la crise écologique et de la crise sociale, ce sont les mêmes. C'est issu d'un modèle économique qui détruit, qui accapare, qui concentre la richesse et qui ne la partage pas. Et pardon de le dire, mais si d'emblée on ne pose pas ce constat-là, qu'il faut extraire d'un dogme, d'une vision idéologique ou politique, mais c'est à cela qu'il faut s'attaquer.
Un monde où la finance cesse d'accaparer des biens communs au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. Et un monde ou un modèle économique qui protège le substrat de l'économie que sont les ressources naturelles et les matières premières, et qui protège nos écosystèmes. Un monde qui donne un statut aux biens communs. Un monde où demain il y aura une institution, je l'espère, qui prendra en charge les biens communs. Et donc tout ça pour dire qu'il faut lever un malentendu. Ce n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est le grand sujet. C'est le prisme par lequel on doit faire passer toutes nos politiques publiques, tous nos choix, toutes nos décisions, vers lequel on doit faire converger tous nos investissements, toute notre intelligence, toute notre recherche, mais par lequel on doit aussi tous se retrouver. Parce qu'il y a des moments, quand on est dans des situations quasi de guerre, on ne peut plus se payer le luxe, pardon de vous le dire, mais d'entretenir des divisions réelles ou souvent factices. À un moment ou à un autre, il va falloir remettre l'essentiel à son juste niveau et le superflu là où il n'aurait jamais dû quitter sa place. C'est, je ne sais plus qui disait, dans notre société, l'essentiel est toujours menacé par le superflu. Eh bien, concentrons-nous sur l'essentiel. Et si je dis ça, c'est parce que ça permet tout de suite de rentrer dans le sujet. C'est une transition de société que nous devons opérer. C'est un changement de modèle de société, de modèle marchand, de modèle commercial, de modèle économique. Et comment voulez-vous réussir une transition si on n'a pas une approche systémique? Comment voulez-vous réussir des objectifs comme sortir de ce qui a dopé l'économie dans une partie du monde, de sortir des énergies fossiles et d'aller vers la neutralité carbone avec quelques petits ajustements à la marge, si vous ne faites pas les choses en grand? Comment voulez-vous les rendre socialement acceptables et économiquement efficaces si vous les faites à la marge? Parfois on me dit, mais Hulot, il s'est radicalisé. Non, c'est la situation qui est radicale. Parce que nous avons une fenêtre d'opportunité qui est très courte. Et on ne peut plus perdre du temps dans la division. Et là, je fais un appel à la classe politique. Parce que si effectivement il y a un état d'urgence écologique, si effectivement quelque part c'est des conditions d'existence de nos enfants qui sont en jeu, peut-être des moments on peut se retrouver sur l'essentiel et additionner les intelligences. Ça ne vous choque pas, vous, que dans la classe politique, il y ait certaines formations, et je ne veux ostraciser personne, mais qui ne fassent pas la moindre proposition sur ces sujets, qui se pincent le nez quand le mot écologie est prononcé? Ou que dans un autre camp politique, on continue depuis des années à sous-traiter un enjeu aussi complexe, dans lequel je n'ai pas totalement, ni moi ni personne, une vision absolue. Donc il faut changer d'état d'esprit, il faut un esprit de concorde. Mais il faut faire les choses en grand. Mandela nous disait, nous réduire ne rend pas service au monde. Faire les choses en petit, un peu d'énergie renouvelable, un peu d'agriculture biologique, un peu de voitures électriques, pardon de vous le dire, ça ne sert à rien. En tout cas sur l'issue. Il faut faire les choses en grand. Mais il faut changer d'état d'esprit. Pardon de commencer par ça, mais c'était très important. Et je souhaite simplement, pour vous le dire, que cette convention, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais je l'accueille d'abord parce que je sens un état d'esprit ici qui devrait quelque part inspirer les politiques. Parce que vous êtes au-delà, vous connaissez à peine, vous avez des parcours de vie différents. Je sais que certains se sont levés à 3h du matin pour être là. Mais vous êtes tendus vers un objectif, vous êtes habités par cet objectif. Et vous mettez éventuellement quelques différences que vous pouvez peut-être avoir, politiques, religieuses, que sais-je, économiques. Mais vous êtes réunis sur l'essentiel. Et moi j'espère que cette participation citoyenne, dont le politique peut s'inspirer, il a besoin des citoyens. À la fois il a besoin de faire comprendre aux citoyens la pertinence des changements, mais qui comprennent bien que personne n'est détenteur exclusif de l'intelligence ou de la créativité. Et j'espère que cette présence des citoyens dans une institution qui pourrait peut-être être une émanation de cette Chambre, eh bien, elle soit confirmée sur la longueur pour que, en permanence, parce que nos démocraties sont usées, fatiguées par rapport à la précipitation du temps, à la complexité, et notamment à la complexité, et j'en termine, parce que ça permettra d'être un tout petit peu tolérant sur l'action politique, de combiner les enjeux du court terme avec les enjeux du long terme. Parce que la pression du court terme est toujours beaucoup plus forte sur l'exercice des politiques que la pression du long terme.
Merci. J'invite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Hulot. Prenez place sur un de ces fauteuils qui ne sont pas des reproductions d'iceberg flottant dans l'océan. Et j'appelle à rejoindre Nicolas Hulot sur la scène, Hugues Olivier, Christine, Jean-Claude, Guillaume et Marie-Hélène. Pendant qu'ils s'installent, un mot pour préciser, effectivement, il n'y avait pas 80 questions, heureusement. Enfin, il y en avait quand même 45, après la synthèse des 60 et quelques contributions que vous avez postées sur la plateforme J'en parle. Et donc, il y a eu un travail de synthèse que nous avons fait et que nous avons, parmi les 45 questions, nous en avons sélectionné une dizaine qui vont être posées par nos collègues qui nous rejoignent maintenant. Je crois qu'on est au complet. Et donc, à partir de maintenant, même si je reste évidemment vigilant et je demande à l'Assemblée d'avoir la gentillesse de laisser ses collègues poser les questions et Nicolas Hulot d'y répondre, je passe tout de suite la parole à Hugues Olivier qui va poser la première question avec le micro blanc. Oui, celui-là. Bonjour à tous. Alors évidemment, après une telle allocution, ma question va me sembler un peu petite, mais comme je dois rendre compte du collectif, je vais la poser, Monsieur le Ministre. Est-ce que les textes produits en faveur de la transition énergétique sont efficaces, loi Egalim, loi L'Homme, plan climat, etc. Est-ce nécessaire de centraliser toute l'action écologique au sein d'un ministère, ou bien faut-il le supprimer au profit d'une diffusion par chaque ministère? Que doit-on mettre en place pour permettre à l'action publique d'être plus efficace? La question, elle n'est pas étroite, elle est au contraire très large. Alors, sur les deux lois que vous évoquez, la loi Egalim, je crois que à plusieurs reprises, j'ai évoqué dans certains secteurs un manque d'ambition et surtout un manque de moyens. Parce que ça sera un petit dénominateur commun. C'est un travers. Je le dis franchement parce que je suis là dans l'esprit constructif et non pas pour essayer de regarder ce qui a mal été fait, mais pour tirer des enseignements de ma propre expérience. Souvent, on se débarrasse d'un sujet, d'un problème. Je l'ai fait moi-même, en présentant avec force décorum un plan d'action. Mais quand on regarde un peu objectivement, on s'aperçoit que les objectifs sont intéressants, mais que les moyens sont souvent insuffisants, voire parfois inexistants. Moyens d'investissement, moyens normatifs, moyens réglementaires. Dans la loi sur les transports, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Le plan vélo, par exemple, de faire en sorte de donner des alternatives pour diminuer la part des voitures. Mais ce qui est important, ce sont les moyens qui sont alloués. Et là, on va tout de suite, et je reviendrai à la question, mais on voit bien qu'à partir du moment, il va falloir qu'on change de modèle. Changer de modèle énergétique, changer de modèle agricole, changer peut-être de modèle économique, et pour que l'économie sociale solidaire demain devienne presque la norme dans notre pays, il y a un moment, il faut amorcer. Donc il y a le rôle de l'État ou de l'Europe pour faire en sorte de passer d'un modèle à l'autre. Au début, il faut investir. Pour investir, il faut avoir un peu d'eau sous la quille, comme on dit dans l'univers marin, c'est-à-dire un peu de marge de manœuvre. Et là, il faut sortir, j'allais dire, d'une mystification. C'est qu'en l'État, nos États, à commencer par le nôtre, ont très peu de marge de manœuvre. Moi, quand je suis rentré au gouvernement, il y avait un grand plan d'investissement. Et dans mon ministère, qui avait une couverture assez large, je crois, si le souvenir est exact, que nous devions disposer de 15 milliards. Je me suis dit, avec ça, on va pouvoir faire des choses. Mais avec mon manque de connaissances fines du monde économique et financier, je posais toujours timidement de savoir d'où venait cet argent.
Et j'avais des réponses qui étaient encore plus timides. Pour découvrir un jour qu'en réalité, c'était un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que l'argent qu'on affectait quelque part, on le prenait quelque part. Donc forcément, c'était au préjudice d'une autre politique. Parce que, en l'état des règles budgétaires, de l'état de nos budgets, nous avons très peu de marge de manœuvre. Alors que pendant un temps, on a besoin d'investir. Et si la situation elle est aussi dangereuse, délicate qu'on le dit, il faut peut-être à un moment ou à un autre sortir des dogmes budgétaires. Et c'est pour ça, entre autres, que si on veut vraiment changer les choses et leur donner cette perspective, je fais un exemple, je le reconnais peut-être un peu facile, mais en 2008, quand il y a eu la crise financière, croyez-moi, ça n'a pas fait un pli, et on a fait tourner la planche à billets, et on a injecté... La prochaine fois, prévenez-moi, parce que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Je le dis simplement parce que on est dans une situation disruptive. Il va falloir sortir des clous. Pas n'importe comment. On peut creuser la dette dès lors que c'est pour de l'investissement qui va nous permettre d'épargner des externalités négatives, de réduire notre consommation, de produire notre énergie dans des frontières à partir de sources d'énergie qui, à terme, seront bon marché parce que le vent est gratuit, le soleil est gratuit. Donc, et puis, alors on me dit, oui, mais il y a les critères de Maastricht. Moi, je ne suis pas non plus un érudit du droit, mais heureusement, dans ma fondation et ailleurs, il y a des gens qui ont le temps de regarder. Et les traités, ce ne sont pas des lois divines. Et puis il y a des clauses qui permettent, s'il y a des risques extérieurs, de transgresser, ce qu'on a fait encore une fois en 2008. Mais en plus, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va nous permettre d'épargner des conséquences économiques terribles, de réduire nos dépenses, puisque si vous investissez massivement dans l'efficacité énergétique, on peut diviser par 2, par 3, par 4 notre consommation énergétique. Et donc, il faut mettre les moyens. Si vous voulez changer le modèle agricole, si vous demandez simplement aux agriculteurs de changer, mais ils ne peuvent pas le faire pour la plupart d'entre eux, puisqu'on les a mis dans un système où ils sont quasiment la tête sous l'eau. Mais si demain, quand on va avoir la réforme, je suis obligé d'être un peu long parce que c'est très important. Désolé, mais je vais y revenir. Si demain, il y a la réforme de la politique agricole commune, 50 milliards ou 40 milliards au niveau du budget européen, 9 milliards pour la France, 11 000 euros pour, 1100 euros pour chaque foyer français. Avec cet argent, si vous le conditionnez progressivement, bien entendu, pour rémunérer les agriculteurs, pour protéger la biodiversité, pour produire de l'énergie, pour produire des produits de qualité, de proximité, si dans le même temps vous faites en sorte que toute la restauration collective s'approvisionne à des circuits courts, là vous créez un cercle vertueux. Ce que je veux dire par là, pour ça, il faut avoir une synchronisation au niveau du gouvernement. Il faut avoir une vue d'ensemble, il faut avoir une cohérence. Et donc vous posez la question, est-ce qu'il faut garder un ministère de l'écologie? Mais la gouvernance parfaite, ça serait effectivement de ne plus en avoir besoin parce que la feuille de route est la même pour tout le monde. Mais j'ai passé mon temps, et je le dis, ça n'est pas une exclusivité de ce gouvernement actuel, à être en confrontation avec le ministre de l'Agriculture, à avoir le ministre de l'Économie et des Finances qui, dès que je proposais quelque chose, le sapait derrière, parce qu'on n'avait pas la même feuille de route, parce qu'on n'avait pas la même grille de lecture, parce que je pense aussi qu'on n'avait pas, je dirais, le même sentiment de la gravité. Voilà. Et donc, oui, idéalement, moi, quand le président m'a proposé d'être ministre, il m'a dit « tu seras ministre d'État ». Bon, très bien. Mais, ok, à part la symbolique d'être... ça ne sert à rien. Il aurait fallu un vice-premier ministre qui ait autorité sur les autres politiques. Mais si vous avez un ministre de l'Agriculture qui veut vous emmener là, s'entêter dans un mode qui est basé sur des intrants absolus, avec des externalités négatives terribles et qui endettent les paysans de plus en plus, ben, moi je n'avais pas en charge l'agriculture, donc au bout d'un moment ça ne le fait pas. Et donc oui, dans la gouvernance, il faut faire en sorte, là j'ai vu que le président a fait en sorte qu'il y ait de temps en temps une
comment appelle-t-on ça, pas une conférence, mais tous les mois, ou maintenant tous les 3 mois, il réunit les ministres concernés par... voilà. Il y a chaque semaine, avant le Conseil des ministres, eh bien, il y a une réunion sur la sécurité où tous les ministères concernés sont associés et le président fait le point. Mais sur l'écologie, si c'est une transition sociétale, l'éducation est intéressée, la santé est intéressée, Bercy est intéressé, l'industrie est intéressée. Moi, j'avais l'énergie, mais il se trouve qu'à Bercy, il s'était gardé le nucléaire. Donc, c'est impossible d'avoir une vision cohérente. Merci beaucoup, Monsieur Hulot. Juste quand même, je suis dans l'obligation de vous dire qu'il y a encore 11 questions, enfin 10. Et j'aimerais bien quand même qu'on arrive à les traiter toutes, même si je sais que vraisemblablement pour les questions que nous n'avons pas choisies, vous aurez la possibilité de faire des réponses écrites pour l'usage de la Convention, mais si vous pouvez, même si je sais bien qu'on a besoin de développement, hein, et que vous n'êtes pas dans la formule, mais si vous pouvez faire un chouïa plus court pour qu'on passe toutes les questions, ça serait Je vais super. vraiment m'y efforcer, mais comprenez bien que parfois il vaut mieux peut-être prendre un peu de temps sur une question parce qu'on rentre vraiment sur des verrous, par exemple, qui sont identiques à l'ensemble des questions. Mais bon, je vais essayer de m'y efforcer. Effectivement, il y aura aussi des questions qui appelleront sûrement des réponses plus courtes. Justement, vous parliez de verrous. Christine a une question sur les blocages. Alors, oui, vous avez commencé à en parler, mais on voulait savoir quels sont les blocages que vous avez identifiés lorsque vous étiez au gouvernement. Comment peut-on agir contre ces blocages, notamment ceux du milieu économique comme les lobbies? Et quelles actions peut-on mener pour lever ces blocages? Et une dernière question, est-ce que les actions militantes directes sont un moyen efficace pour faire évoluer le gouvernement et les industries? Sur la dernière question, comme ça je vais faire très vite, oui, dès lors qu'on le fait avec un esprit pacifique, parce que je considère que la violence est un échec. Voilà. Mais après, chacun a ses propres modalités. Et puis, il faut mettre de la pression ou de l'inspiration. Il faut que la volonté citoyenne, le politique s'en empare. Donc il faut effectivement l'exprimer. Parce que le politique, il se sent des ailes s'il sent derrière qu'il y a un courant qui est très fort. Les verrous, on pourrait y passer l'après-midi. Parce qu'il y a des verrous culturels. Il y a des gens qui savent la réalité climatique, mais au fond, ils n'y croient pas. Ils pensent que la science et la technologie vont trouver à un moment ou à un autre une solution pour faire face à tout ça. Il y a évidemment des verrous économiques, parce que cette transition économique et écologique, il y a des secteurs qui vont être en mutation, et donc il y a des résistances, parce qu'évidemment, il y a des emplois qui vont se perdre et d'autres qui vont se créer. Et il y a un défaut dans notre société, qui est peut-être pas propre simplement à la France, c'est que nous n'avons plus le sens de la planification. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de stratégie. Si vous dites, on va fermer une centrale thermique ou éventuellement une centrale nucléaire, mais si vous le dites et puis que vous ne faites rien derrière, c'est-à-dire que vous le dites brutalement, vous arrivez à Fessenheim et vous dites, les gars, demain matin dehors, il faut bien comprendre que ça ne se passe pas comme ça. La transition, il doit y avoir 3 principes. Un principe de prévisibilité. On fixe un objectif, quitte à le constitutionnaliser, mais on ne revient jamais en arrière. Le deuxième, c'est un principe d'irréversibilité. Et le troisième, c'est un principe de progressivité pour ne mettre personne dans une impasse. Vous dites, on sort du glyphosate dans 3 ans. Peut être 4 ans, peu importe. Mais enfin, on fixe une date. Mais si vous ne faites rien le lendemain matin, si vous attendez que 3 ans ou 4 ans se passent, rien ne se passera. Si par contre, le lendemain matin, vous mandatez l'INRA, par exemple, pour aller évaluer tout ce qui fonctionne déjà comme alternative au glyphosate sur le territoire français, et là, on aura de bonnes surprises. Et puis, on découvrira dans le même temps les modes de culture où il n'y a pas d'alternative. Et là, on demandera toujours à nos agences que la recherche trouve une alternative. Il faut une méthode. Quand j'ai dit, en tant que ministre, en 2040, on ne vendra plus de véhicules thermiques, le lendemain, par un hasard du calendrier, je rencontrais les industriels automobiles français. J'étais dans mes petits souliers. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Ils m'ont simplement dit, monsieur le ministre, 2 choses. Changez pas les règles. Et puis, créez les conditions, évidemment, pour que la voiture électrique, le véhicule hydrogène, tout ça puisse se développer. Mettez-nous des bornes, donnez des avantages aux citoyens et des outils pour pouvoir changer de véhicule, pas brutalement, mais qu'ils aient bien cela en tête.
Le verrou que j'ai eu aussi, puisqu'on en est sur ce thème-là, c'est le verrou de la fiscalité. La fiscalité, vous le savez, c'est probablement ce qui a mis un peu le feu aux poudres dans les tensions sociales que nous avons connues. Ça a une double vocation, la fiscalité. C'est un instrument de recette pour que les États puissent accomplir leur politique publique. Mais la fiscalité, c'est aussi un instrument de régulation. Vous pouvez avoir de la fiscalité incitative et de la fiscalité dissuasive. Mais si vous ne faites que de la fiscalité dissuasive, et si vous utilisez cette fiscalité dissuasive pour combler le déficit de l'État, eh bien évidemment, tout le monde rejette ça. Augmenter la taxe carbone, il faut le faire, bien entendu, parce que le signal prix est très important. Mais si vous ne redistribuez pas cet argent pour ceux qui sont dans une impasse, pour leur permettre, en changeant d'équipement, de baisser leur consommation, eh bien vous arrivez dans une irrecevabilité de la fiscalité écologique. La fiscalité, il faut la penser intégralement, pas comme une fiscalité additionnelle. Aujourd'hui, il faudrait soulager la fiscalité du travail qui pénalise le travail et la déplacer là où on a besoin de réguler les flux. Mais cette approche systémique de la fiscalité, elle n'a jamais été faite. Et moi, je me suis battu, et je n'en veux à personne, je suis simplement triste, pour que la recette de la taxe carbone qu'il fallait faire progressivement, parce qu'en plus, il se trouve que dans le même temps, le baril de pétrole augmentait, donc ça faisait beaucoup pour un seul homme. Il fallait la piloter et quelque part faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus acceptable socialement. Mais ça a été fait, pardon de le dire, avec une forme de brutalité, parce que du coup, sur le dos de l'écologie, on s'est dit, là, on a trouvé un superbe instrument de recette. Question de Jean-Claude, justement, peut-être plus large sur la question financière et pas uniquement la fiscalité. Jean-Claude. Oui, bonjour à tous. Vous avez un peu répondu, mais ma question c'était quels sont les leviers financiers et industriels que la Convention pourrait rendre efficaces pour réduire la facture climatique dans un souci de justice sociale. Donc après, je me mets un petit... concernant la fiscalité, comme vous avez dit, c'est toujours des taxes sur la base qu'il y a toujours. Je n'ai pas compris la dernière. Je disais, comme vous parliez des taxes, là, de la fiscalité, c'est toujours sur les petits qu'on tape. Alors, c'est pas pour vous faire plaisir que je vais dire vous avez raison. Mais à un moment, pardon, on est là aussi pour prendre un peu de hauteur. C'est pour ça que je vous dis que la crise sociale, la crise économique et la crise écologique, elles ont les mêmes racines. Il faut savoir, et ça n'est pas une posture idéologique, que vous avez aujourd'hui un pan entier de l'économie qui s'est organisé en toute légalité mais en toute immoralité pour échapper partiellement ou complètement à l'impôt. Et comme ils sont parfaitement bien organisés avec une grande ingéniosité, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent chez vous que d'aller chercher de l'argent dans les plateformes offshore, les paradis fiscaux ou simplement dans les entreprises qui ont diversifié leur succursales pour bénéficier, dans une Europe qui devrait avoir une harmonie fiscale pour que personne n'ait intérêt à aller en Irlande ou je ne sais où. Rappelons quand même que les paradis fiscaux ne sont pas des choses qu'on a simplement dans les mers turquoises. Nous avons des paradis fiscaux. Et quand je dis que les choses se rejoignent, ceux qui s'exonèrent de cette fiscalité qui doit participer à la solidarité, et puis là, croyez-moi, il y a du grain à moudre pour donner de la latitude aux États, c'est ces mêmes paradis fiscaux qui, par exemple, abritent les pavillons de complaisance, qui permettent à des bateaux de pêche d'aller vider les océans et de s'affranchir de toutes les règles internationales de pêche durable. Donc c'est là que tout est lié. Voilà. Et donc effectivement, est-ce que c'est une fatalité que nous laissions certaines grandes entreprises faire de l'optimisation fiscale? Non, c'est une complaisance. Que la France ne puisse pas tout seul mettre fin à l'optimisation fiscale, certes, mais est-ce que dans la campagne européenne, ça fait partie des priorités de mettre fin à l'optimisation fiscale? Non. Est-ce que la finance spéculative, celle qui spécule sur des biens communs, qui en un clic d'ordinateur est capable de gagner ce que quelqu'un payé au SPIC ne gagnera jamais dans son existence, est-ce qu'elle est mise à contribution? Est-ce que ça fait partie du Graal européen? Parce que là, vous allez retrouver des marges de manœuvre. Parce qu'en l'état de cette forme de résignation, le Nord est condamné à l'austérité et le Sud est condamné à la misère. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est du fatalisme. Merci. Question de Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Alors, comment concevoir des propositions socialement
acceptable. Comment la Convention peut-elle susciter l'adhésion des Français dans ses propositions? Pour qu'elle soit socialement acceptable, il faut d'abord qu'elle soit socialement compréhensible. Pour qu'elle soit compréhensible, c'est là où je fais appel à la classe politique. Il faut que la classe politique, à un moment ou à un autre, parle d'une même voix, porte une vision, nous donne le même récit. Parce que je ne suis pas certain de savoir très bien où on sait qu'on va aller ensemble. Et donc, il y a un moment, parce que c'est facile de créer de la dispersion, de la diversion et de la confrontation. De souffler sur les braises en permanence, c'est bien quand tout va bien, mais honnêtement, actuellement, tout ne va pas très bien. Bon. Donc, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des confrontations, qu'il n'y ait pas les mêmes sensibilités politiques et idéologiques, c'est nécessaire dans une démocratie. Mais sur cet enjeu-là, est-ce qu'il va y avoir, croyez, un protocole de gauche ou un protocole de droite? Moi, j'en suis pas convaincu. Donc déjà, s'il y avait une sorte d'esprit de concorde de la classe politique, le citoyen, déjà, à mon avis, serait plus apte à accompagner et accueillir le changement. Le deuxièmement, il faut que ce changement, cette mutation, elle soit progressive et qu'elle ne mette personne dans une impasse. C'est pour ça que moi je voulais un coussin social avec une partie de la recette de la taxe carbone. Parce qu'on sait très bien, statistiquement, identifier les perdants et les gagnants. Mais il faut programmer les choses. Si on doit fermer des centrales thermiques, et on va fermer des centrales thermiques, mais il faut anticiper. Pourquoi est-ce qu'avec notamment Sébastien Lecornu, on a essayé de mettre en œuvre ces contrats de transition? Mais encore faut-il que ces contrats de transition ils soient abondés d'un minimum de moyens, le temps que la transition s'opère. Voilà. Donc, et il faut faire en sorte que dans nos démocraties, et vous en êtes un exemple, il faut associer le citoyen. Mais pas l'associer comme on l'a fait jusqu'à présent. Parce que souvent on l'associe, on le fait venir dans des débats publics, localement, régionalement, nationalement. Vous savez, le premier coup de colère que j'ai piqué au gouvernement, c'est quand il y a eu les États généraux de l'alimentation, dont je me permets de dire que j'étais quand même à l'origine de la proposition. Parce que je pensais que c'était un moment d'intelligence collective qui pouvait être fructueux, comme l'avait été le Grenelle de l'environnement. Sortir des confrontations, des idées reçues, que les consommateurs voient les agriculteurs tels qu'ils sont pour la plupart dans des difficultés, que les agriculteurs entendent les aspirations, voilà. Que ceux qui sont les intermédiaires, les grandes surfaces, etc. On met tout le monde autour de table, on prend le temps. Il y a eu un atelier, si je ne me trompe pas, c'est l'atelier 11, piloté par Dominique Potier. C'était les préconisations de la société civile. Des gens qui, comme vous, ont donné du temps, sont venus, parfois ont laissé leur exploitation pendant un week-end. Aucune préconisation de cet atelier n'a été retenue au début dans la loi. Mais comment voulez-vous recréer la confiance? Donc, dorénavant, et je pense que c'est l'esprit de cette convention, il ne faut pas que ça soit simplement des habillages de démocratie participative et élaborative. Quand il y a eu Sivens, quand il y a eu Notre-Dame-de-Landes, qu'est-ce qui était à l'origine que ça s'est embrasé? C'est qu'en réalité, des citoyens ont proposé des alternatives qui n'ont jamais même été expertisées. Donc quand je dis qu'il faut qu'on additionne les intelligences, l'État en a besoin. Dans les territoires, il y a des choses qui peuvent devenir les standards et les normes de demain. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que le fait d'en faire rentrer les citoyens, et qu'en même temps, vous découvriez aussi la complexité. Parce que ça, c'est très important. C'est très important parce que parfois, il ne faut pas tomber, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une forme de polarisation du simplisme, parce qu'il n'y a pas de solution simple. La voiture électrique, ce n'est pas la panacée, mais c'est mieux que la voiture thermique. Voilà. Mais c'est une transition. L'agroécologie, je pense que ça sera la panacée. Mais en attendant d'avoir 100% d'agroécologie, il y a des étapes à franchir. Donc il faut associer les citoyens, mais pas dans quelque chose qui soit un simulacre d'écoute. Voilà. J'ai trop vu de débats où, pour finir, on frustre les gens, on les méprise parce qu'on ne tient pas compte de leurs préconisations et on n'étudie pas les alternatives. Notre-Dame-des-Landes, je ne veux pas jeter le débat, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, il y avait des alternatives, on ne les a pas étudiées. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Hélène. Messieurs, dames, bonjour, bonjour monsieur. Alors, notre convention a pour vue, si c'est possible, de réduire de 40% les gaz à effet de serre. C'est la mission qu'on nous a confiée, difficile mais très enthousiaste. Quelle politique, d'après vous, énergétique, faudrait-il privilégier et quelles sont les alternatives à développer pour demain ? Pour atteindre cet objectif, il y a effectivement la politique énergétique, et on va y venir aujourd'hui, mais il y a d'autres secteurs.
Pourquoi est-ce que je parle toujours d'agriculture? Parce qu'il faut savoir que l'agriculture, comme le transport, ce sont des secteurs qui sont très impactants en termes de gaz à effet de serre. Le méthane qui est issu de l'élevage est 21 fois plus impactant que le CO2. Le protoxyde d'azote qu'on utilise pour les engrais est 261 fois plus important que le CO2. Donc c'est simplement pour vous dire, c'est pas pour accabler le monde agricole, c'est qu'il faut avoir un front commun. Donc que chacun ait sa feuille de route. Donc il faut que chacun y participe. Bon. Et donc c'est là que je reviens toujours à cette cohérence. Et on ne peut pas dire simplement aux agriculteurs arrêtez de mettre des engrais, arrêtez de mettre des pesticides. Il faut leur créer les conditions économiques pour pouvoir le faire avec cette progressivité. Mais l'argent ne manque pas là pour le coup. Parce que l'argent de la PAC, croyez-moi, si on le conditionne et surtout si on le répartit, parce que c'est beaucoup d'argent, mais c'est une grosse partie de l'argent qui va dans une petite partie des agriculteurs. Donc, voilà. Sur le plan énergétique, il y a une priorité. Il y a une priorité qui doit dépasser tout le reste. Et d'ailleurs, la France, dans sa loi, s'y est engagée, c'est de réduire notre consommation. Et c'est une priorité, pourquoi? Parce que c'est un double ou triple bénéfice. D'abord, nos petites, nos moyennes entreprises sont très fortes dans le domaine de l'efficacité énergétique. Deuxièmement, quand vous permettez à une entreprise ou à un citoyen de réduire durablement sa consommation, ben vous le préservez durablement des variations de prix. Et donc, et de toute façon, quel que soit le modèle énergétique, il faut réduire notre consommation. Voilà. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais pour réduire une consommation, ben là, il faut investir. Là, il faut un plan Marshall. Voilà. On dit qu'il faut rénover 500 000 passoires thermiques chaque année, j'entends ça depuis tous les gouvernements, mais il faut donner les moyens à ceux qui n'en ont pas de le faire. Je ne dis pas que rien n'est fait, hein, je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait, mais il faut aussi du réglementaire et de la norme. Pas de la norme brutale, mais si vous fixez un objectif, vous dites à dater de telle date, au moment d'un changement de propriétaire, la rénovation thermique est obligatoire, parce que vous ne pourrez plus louer de logements qui soient des passoires thermiques. Après, vous avez des propriétaires qui sont précaires. Vous pouvez les identifier. Vous leur donnez le temps et éventuellement vous leur mettez, avec la recette peut-être de la taxe carbone, des outils ou des moyens pour le faire. Et c'est là qu'il faut cette planification, c'est là qu'il faut une méthode. Voilà. Mais si vous mettez un objectif sans identifier les gens qui n'en ont pas et que vous ne mettez pas les moyens, de gouvernement en gouvernement, on refait les mêmes promesses, puis on recrée les mêmes désillusions. Et donc, alors voilà, donc la réduction, pardon, je crois, mais pas parce que j'ai rencontré Madame Irma, parce que j'ai vu la promesse présente et à venir du potentiel des énergies renouvelables. Et je pense qu'il faut ne pas exclure, moi je préférais qu'on l'affiche, mais qu'on se donne deux options. Premier objectif, 50% d'énergie renouvelable, 50% de nucléaire, puisque, pour la France, puisque nous avons un parc. On ne ferme pas une centrale comme ça en fermant la clé. Utilisons ce parc avec des critères évidemment de sécurité, le temps que ces centrales puissent continuer à produire de l'énergie. Mais fixons cet objectif de 50%. Mais là aussi, il faut programmer pour le faire, parce que ça veut dire qu'on va fermer un certain nombre de centrales, donc il faut regarder socialement, il faut regarder dans le territoire, est-ce qu'il y a des alternatives économiques, il faut planifier tout ça, bon, ce qu'on a commencé à faire. Et puis quand on sera à 50%, qui peut être peut-être en 2035, on va y voir très clair. Et on verra si on peut aller probablement, et moi j'en suis convaincu, aller jusqu'à 100% d'énergie renouvelable. Mais encore faut-il que l'Europe s'harmonise. Encore faut-il qu'il y ait les bonnes interconnexions. Et quel est l'intérêt pour moi de produire majoritairement, voire exclusivement, pour la France, mais pour tous les États du monde, son énergie à partir des énergies renouvelables, ce qui est un Graal totalement possible. Vous changez le rapport de force dans le monde. Aujourd'hui, un État est puissant quand il détient des réserves d'énergie fossile. Et la majorité des conflits auxquels nous avons assisté, le pétrole, le gaz, le charbon n'étaient jamais très éloignés. Quand il y a eu la crise en Ukraine, pourquoi la France a regardé ses pompes? Parce que si on haussait la voix, Gazprom fermait le robinet du gaz. Mais ce qui vaut pour la France vaut pour un État africain. Quand des États africains pourront produire leur énergie avec le soleil, notamment majoritairement, eh bien ils retrouveront leur dignité. Voilà. Et donc je crois beaucoup à l'énergie renouvelable. D'autant plus que
le handicap des énergies renouvelables et l'avantage du nucléaire se sont totalement inversés. Le coût du nucléaire, qui était bon marché, il était bon marché parce que nous avons dissimulé des coûts, que nous les avons masqués ou que nous ne les avions pas anticipés. Et le coût des énergies renouvelables a chuté vertigineusement en même temps que le rendement s'est avancé. Donc si on veut emmener les gens, il faut avoir une vision, il faut avoir une ambition. Puis on va rencontrer des aléas, mais on se dit, allez, l'objectif, on verra, on fera peut-être un peu plus vite. Ça, les Chinois, au moins, ils savent faire ça. Ils se fixent des objectifs, puis alors toute la machine se met en route, puis pour finir, ils réalisent leur objectif 5 ans avant. Moi, il faut un objectif de 100% d'énergie. En tout cas, ne pas l'exclure. Un objectif de 100% d'agroécologie. En tout cas, ne pas l'exclure. Et puis après, les règlements, les aides, les subventions, on fait en sorte qu'elles soient cohérentes avec ces objectifs. Oui, c'est bien, vous nous parlez d'énergie renouvelable, mais quelle est celle qu'il faut aujourd'hui la mettre en place rapidement? Quelle est celle qui est la plus importante, celle à mettre en place aujourd'hui? Parce que vous nous dites en 2030, pour 2050, moi, il faut investir dans l'efficacité. Mais quelles sont-elles, ces énergies renouvelables? L'éolien, terrestre et offshore, le solaire, et je pense que pour moi le plus prometteur c'est le solaire, en sachant bien que l'éolien, je comprends que ça puisse générer parfois des résistances. Vous savez, c'est là aussi, pardon, mais il faut comprendre que le politique, il est souvent sous des injonctions contradictoires. J'étais ministre de l'énergie, enfin paraît-il. Tous les matins, j'avais une pétition de citoyens qui étaient ou contre le nucléaire, ou contre le solaire, ou contre les éoliennes, ou évidemment contre les centrales thermiques. Donc il y a un moment ou un autre, il y a des choix. Et parfois, ce n'est pas des choix parfaits. C'est vrai que moi, ça me gêne intellectuellement qu'on aille mettre des éoliennes en mer. Mais il y a un moment ou un autre, il faut faire des choix. Et puis, ce n'est pas irréversible. On saura les démonter. Maintenant, il y a des éoliennes flottantes qui seront facilement démontables. Donc, il faut passer par cette transition. Il y a des choses qui vont apparaître. Je crois beaucoup en l'hydrogène, mais pour l'instant, il n'est pas encore mature économiquement. Il n'est pas mature économiquement parce que quand j'ai voulu lancer un plan hydrogène, dans la seconde, j'ai été retoqué par Bercy. Alors qu'on a toutes les entreprises pour ça. Et pendant que nous, on fait les choses à l'économie, eh bien, toutes les nouvelles technologies, qu'elles soient solaires ou qu'elles soient des batteries ou que ce soit l'hydrogène, elles vont arriver de Corée ou elles vont arriver de Chine. On va reproduire la même erreur. Merci beaucoup. Chut. Non. Merci beaucoup. Marie-Hélène, tu as une seconde question et ensuite on passera au deuxième groupe. Alors pour continuer avec les énergies, quelles sont les alternatives écologiques à la voiture électrique? Par ailleurs, on sait que l'État fera forcément des pertes puisqu'il n'y aura plus de taxes sur l'essence. À votre avis, comment peut-on compenser ces pertes qui seront forcément présentes sans encore taxer sur le même? Alors, j'aurais dû réviser cette question simplement pour mettre à jour un certain nombre de chiffres. Mais à l'échelle mondiale, je crois qu'on accorde à peu près, et pardon si je me trompe, mais ça donnera un ordre de grandeur, aux énergies fossiles, en subvention, l'équivalent, me semble-t-il, de 50 milliards de dollars chaque année. Je me demande, pardon, c'est peut-être même 500 milliards. Les externalités négatives des énergies fossiles, c'est-à-dire les impacts environnementaux, les impacts sanitaires, se chiffrent en milliers de milliards de dollars. Donc nous exonérons, nous accordons des subventions à hauteur de centaines de milliards de dollars qui vont nous coûter, alors évidemment en décalé, bien entendu, des milliers de milliards de dollars. À l'échelle de la France, on pourrait trouver des proportions comme ça. C'est aussi d'ailleurs la nécessité d'avoir aujourd'hui une analytique et une comptabilité qui ne soient pas figées dans le temps. Parce que ce qui coûte ou ce qui ne coûte pas à un moment va coûter à un autre moment. Donc on va s'épargner énormément, et notamment sur le plan de la santé, quand on va sortir des énergies fossiles, énormément d'externalités négatives. Deuxièmement, ça a été un instrument de recette pour l'État. Les économistes, vous savez, ils sont brillants. Croyez-moi, ils ne vont pas manquer d'imagination pour en trouver un autre. Sauf que celui-là ne sera pas succédé par ces fameuses externalités négatives qui pénalisent. Voilà. Donc pour moi, ça ne doit pas être un handicap. Et, pardon de vous dire, mais quand on va produire notre énergie, notre balance commerciale, l'équivalent du déficit de notre balance commerciale, il correspond à quelques milliards d'euros près à ce que l'on paye pour importer nos énergies fossiles. Donc cet argent qu'on ne mettra plus à l'extérieur,
On va pouvoir le mettre à l'intérieur, dans l'éducation, dans la santé, et que sais-je encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos 5 premières citoyennes et citoyens porte-parole du groupe. On va continuer ces échanges. Merci à Nicolas Hulot. Reprenez votre respiration, buvez un coup d'eau. Et donc, nous accueillons donc Myriam, Pierre, Agnès et Sylvain pour les dernières questions. Et pas des moindres, vous allez voir, on vous a gardé les meilleures pour la fin. Elles sont toutes très bonnes, mais on va dire les plus politiques pour la fin. Et Sylvie aussi, qui était partie sur le côté. Merci beaucoup. Et c'est Myriam qui ouvre le bal. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Hulot. Le développement des transports en commun est-il une alternative efficace à la voiture personnelle? Et serait-il judicieux de le rendre gratuit? Sur la dernière partie de la question, c'est peut-être judicieux, mais je pense que cette question, elle doit être tranchée au niveau local. Il y a des initiatives qui marchent bien, mais ça dépend d'un certain nombre de paramètres localement. Si ça peut être fait, très bien. En tout cas, si on ne veut mettre personne dans des impasses, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la situation que l'on a connue, puisque on était rentré dans une espèce de cercle vicieux. Pendant des années, par une incitation fiscale sur le diesel, on a incité les gens à acheter des véhicules diesel. Ces mêmes personnes, souvent, c'est des gens qui avaient des moyens limités. Ils ont été boutés à l'extérieur des centres urbains parce que l'immobilier était moins cher. Et en plus, ils étaient dans des quartiers où il n'y a pas de transport en commun, d'où la raison pour laquelle, d'ailleurs, les loyers étaient moins chers. Donc, c'était triple peine. Donc, et ça générait, et ça génère encore aujourd'hui du mécontentement, puisque en plus, tout d'un coup, on l'a brutalement. J'étais pas contre, hein, mais je pensais qu'on pouvait le faire peut-être un petit peu plus progressivement, et surtout multiplier les outils, et notamment la prime à la conversion, pour faire en sorte que personne ne soit dans une impasse. Bon. Il y a dans la loi sur les transports, il y a des choses qui vont dans le bon sens, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, il y a quand même 2 grandes faiblesses. Le ferroutage. Pour moi, ça c'est un des grands maillons faibles dans notre politique de transport. Je trouve, mais ce n'est pas la responsabilité du gouvernement actuel, c'est la responsabilité des gouvernements successifs, le fait qu'on ait fermé des tas de petites lignes. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts et on s'en mordra les doigts parce que naturellement, il y aura un mouvement démographique inverse, parce qu'il y aura un étalement démographique qui reviendra et on regrettera. Voilà. Quand vous dites quelle est l'alternative à la voiture électrique, ça veut dire que vous les condamnez d'emblée. Ou ça veut dire que vous avez conscience, comme ça a été dit, que la voiture électrique n'est pas la panacée. Mais en transition, progressivement, il faut prendre les moins mauvaises solutions. La voiture électrique, vous le savez, sinon vous ne poseriez pas votre question, quand elle est en ville, elle a ce gros intérêt de ne pas émettre de particules fines qui posent d'énormes problèmes de santé pour lesquels d'ailleurs nous sommes condamnés par l'Europe régulièrement. Donc au moins elles ont cette vertu dans les villes de résoudre une partie des problèmes de santé. Par contre, parfois ce qui est bon là est moins bon au moment où on extrait un certain nombre de matériaux, notamment pour construire les batteries des véhicules électriques qui se font dans des conditions sociales et environnementales évidemment qui ne sont pas dignes de ce nom. Donc c'est là qu'il faut travailler sur toute la chaîne. Et puis tout dépend évidemment, si votre véhicule électrique, vous le produisez avec du thermique, enfin vous le rechargez avec du thermique, ou vous le rechargez avec des énergies renouvelables. Donc il faut créer là aussi un serveur. Je pense qu'il en est dans le transport comme dans l'énergie, il n'y aura pas une solution. Mais nous avons à la Fondation fait un certain nombre quand même d'études. Il faut évidemment que la responsabilité en amont de ceux qui fabriquent les batteries soit totalement monitorée, bien entendu. Et en l'état, l'impact climatique sur la santé des véhicules électriques est quand même plus favorable que les véhicules thermiques. À partir du moment où on ne va pas avoir un effet rebond, parce que si on commence à faire des véhicules électriques très lourds, comme on commence à voir le succès des SUV, qui est quand même une aberration, eh bien, effectivement, à ce moment-là, ce qu'on gagne là, on va le perdre ailleurs. Moi, je crois qu'il va y avoir un mixte.
d'abord, il faut travailler sur la réduction de l'utilisation de la voiture, donc donner effectivement des alternatives. Je ne dis pas que la voiture va s'effacer de notre paysage. Je crois beaucoup à l'hydrogène, mais dans un premier temps, pour les trains, pour les flottes de camions, pour les flottes de véhicules municipaux, parce que vous savez que l'hydrogène, vous ne pouvez pas le mettre dans les mêmes tuyaux que vous mettez le gaz de ville. Parce que c'est un gaz qui s'évapore très facilement. S'il y a la moindre fuite, c'est quand même un gaz qui est inflammable. Donc il faut des stations de recharge, mais pour des flottes, il y a des villes comme Pau, par exemple, et je dois en oublier, qui maintenant ont des flottes municipales à l'hydrogène. Et si demain, par exemple, les flottes de camions, en gros, les camions, on change les flottes tous les 3 ans. Si au moment du changement de flotte, vous avez un avantage fiscal qui est donné aux camionneurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, ils ne vont pas avoir de la fameuse vignette, etc., etc., là aussi, vous créez un cercle vertueux. Je crois encore une fois qu'on aura des véhicules à hydrogène, bien entendu, mais il faut, faire en sorte qu'il n'y ait pas des effets rebonds comme ça s'est passé, notamment, voilà, tout d'un coup, il y a moins de 4x4, mais il y a beaucoup plus de SUV. Donc je pense que dans les critères de primes que l'on donne, il faut que le poids du véhicule soit également pris en compte. Merci. Je crois qu'il y a un complément à la question. Il y a un complément à la question, oui. Serait-il judicieux de le rendre gratuit? Oui, non, j'ai répondu parce que j'ai dit que je pense, après c'est mon sentiment, que ce n'est pas une décision qui peut être prise au niveau national, mais c'est une décision qui peut être prise au niveau local. Et c'est ce qui a commencé à se passer. Merci pour cette précision. Pour poursuivre ce questionnement, est-ce que Agnès, tu veux bien partager la question des citoyens avec Nicolas Hulot? Oui, bonjour. Quelles sont les actions à mettre en place pour une alimentation solidaire, durable et de qualité? Bon, là, vous tombez, non pas dans mon thème favori, mais dans un sujet qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il conditionne beaucoup de choses. Il conditionne la santé, il conditionne la réussite de la lutte contre le changement climatique, il conditionne la lutte contre l'érosion de la biodiversité, il conditionne le bien-être du monde paysan. Parce que ça n'est pas une fatalité d'avoir des paysans qui se suicident. Ça n'est pas une fatalité d'avoir des paysans qui sont dans un stress économique permanent, très sincèrement. Donc là aussi, il faut avoir une vision d'ensemble. Je peux vous révéler ici une chose, c'est que dans les souhaits que j'avais avant de quitter le gouvernement, je voulais copiloter la réforme de la politique agricole commune. Parce que pour moi, c'était central. Bon, ça ne m'a pas été accordé. D'abord, on peut... Parce que d'abord, si on veut que les agriculteurs passent d'une agriculture intensive en intrants à une agriculture intensive en emploi, il faut les aider. Bon, bien entendu. Pour les aider, on peut d'abord diversifier leurs revenus. Dans l'argent de la politique agricole commune dont je vous parlais, si vous les payez par exemple parce qu'ils vont mettre des haies qui vont protéger la biodiversité, si vous les payez parce qu'ils vont nourrir leurs troupeaux avec de la prairie qui stocke du CO2, vous allez diversifier leurs revenus. Déjà, vous allez les soulager. Ils ne seront pas simplement payés au rendement. Mais surtout, quel est le secteur économique aujourd'hui qui a une croissance à 2 chiffres? Il n'y en a qu'un, à ma connaissance. C'est le bio. Le bio est entre 10 et 30% de croissance. Donc ça veut dire qu'il y a une lame de fond sociétale pour des produits de qualité et de proximité, mais qui est réservée pour l'instant, il faut être honnête, à ceux qui ont les moyens de se le payer. Et la plupart des produits bio sont produits à l'extérieur de la France. Donc c'est quand même, il y a un marché qui est là, il y a une attente sociétale. Alors comment faire pour que, effectivement, d'un côté, on aide les agriculteurs qui le souhaitent à se convertir? Au passage, il y en a beaucoup qui le font tout seuls. Et il y a 95% de réussite de ceux qui essaient de passer en bio. Et j'ai vu des agriculteurs bio qui avaient la banane. Voilà. D'abord parce qu'ils ont retrouvé une forme de sérénité, parce que leurs conjoints n'ont pas peur de ce qui pourrait arriver avec l'utilisation massive des pesticides. Et ils sont passés en bio. Mais il y a un levier fantastique qu'il faut utiliser, d'ailleurs qu'il faut utiliser dans tous les domaines économiques, c'est la commande publique. Si la commande publique se produit à une économie bas carbone, se provisionne à une économie bas carbone, vous pouvez créer les standards de la consommation et de la production demain. La restauration collective, c'est notre vieux combat à la Fondation depuis des années, qui représente 4,5 milliards de repas par an. Si elle s'approvisionne à des circuits courts de proximité et de qualité, vous allez structurer la filière. Et à ce moment-là, les produits issus de l'agriculture bio seront
aussi bon marché que ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Il faut sortir des fantasmes. Tout à l'heure, en venant, j'ai listé quelque chose sur ce document-là. Vous avez entendu parler probablement d'un garçon qui s'appelle Paul François. Paul François, c'est cet agriculteur qui a été victime de mauvaises pratiques d'utilisation de pesticides et qui a réussi à faire condamner Monsanto. Pot de fer contre pot de terre. J'ai été visiter son exploitation. 450 hectares. Parce que souvent on dit le bio c'est sympathique, vous faites ça sur 3000 ou 4000 mètres carrés, mais ce n'est pas avec ça que vous allez nourrir la population. 450 hectares, je n'ai pas vu ce qu'on appelle une adventice, c'est-à-dire une mauvaise herbe. Et voilà ce qu'il fait sur son exploitation, qu'il a converti en 3 ans. Du blé, de l'orge, des pois, du sarrasin, du colza, du févrole, des lentilles, du maïs, de la luzerne, des haricots verts, des haricots blancs et des graines de betterave. Il est heureux. Pourquoi? Et j'ai un article de Ouest France ici, parce que j'habite en Bretagne. Il y a déjà en Normandie et en Bretagne des milliers de paysans qui sont passés au bio. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, bien entendu, mais il y a des choses qui existent. Donc, encore une fois, voilà un sujet central. Mais l'argent qu'on donne pour les aider, il faut le conditionner. Et l'argent de la PAC, il faut le conditionner. Et puis, il faut faire en sorte, voilà, par la restauration collective, qu'on aide, parce qu'il y a un plan de restauration collective, mais il faut aider les restaurants collectifs pendant un temps à former du personnel, il faut leur donner des moyens. Les objectifs sont là, ils sont un peu faibles, mais les moyens ne sont pas là. Merci beaucoup. On a parlé des différents finalement secteurs émetteurs grâce aux questions que vous avez posées, l'alimentation, l'énergie, les déplacements. On a les 3 dernières questions qui sont plus un exercice libre qui vous est demandé. Et donc on va commencer tout de suite avec celle de Sylvie. Bonjour. Alors, quelles sont, d'après vous, les 3 mesures incontournables et socialement acceptables à mettre en place en priorité, en France et à l'échelle internationale, pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Je suis toujours un peu mal à l'aise avec ces questions-là parce que ça donne le sentiment que tout est prioritaire. Alors, à l'échelle de la France, si vous pouvez engranger des choses ici, il ne va pas falloir vous priver. Hein, et j'espère que le président, et je n'en ai pas de doute, et le Premier ministre tiendront les engagements qui ont été les vôtres. Quel sera le niveau? Est-ce que ça sera structurant? Voilà. Ce que je souhaite d'abord, c'est qu'au sortir d'ici, on confirme que la participation des citoyens sous cette forme-là va se pérenniser d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pour la création, je suis au CESE et M. Bernasconi doit être pas loin, mais qu'elle devienne cette chambre du futur, mais qu'on lui donne un minimum de pouvoir politique. On a besoin, dans un monde qui est happé comme dans un fleuve incru, d'avoir un lieu apaisé, documenté, qui a un pas de côté, qui est la tête sortie de l'eau, qui planifie. Et surtout qui évalue. C'est-à-dire qui évalue si les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles sont au détriment du monde de demain. Voilà. Parce que, mais pour ça, on a besoin des citoyens. Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait à l'étude, au sortir d'ici, cette chambre du futur, pouvoir comment pérenniser l'exercice auquel vous avez participé. Vous pouvez peut-être obtenir qu'on s'engage à ne pas ratifier le CETA. Je ne fais pas du CETA une obsession, mais dans les leviers, qui fait d'ailleurs que ça rend tout incohérent, on demande à nos paysans, avec difficulté, parce qu'il faut qu'ils changent leurs habitudes, parfois ils ne savent pas faire autrement, de se priver d'un certain nombre de molécules dans les pesticides, les insecticides, les fongicides. Ils le font avec plus ou moins de difficulté, mais on s'apprête à signer un traité international avec le Canada qui va faire rentrer chez nous 68 molécules que nous avons interdites chez nous. C'est incompréhensible, c'est inacceptable pour le monde agricole. Les traités internationaux il faut qu'ils aient ce qu'on appelle des clauses miroirs. C'est-à-dire qu'on peut commercer, bien entendu, mais il faut commercer avec les mêmes exigences sociales et environnementales. Ça doit servir d'un levier.
Personne ne va vouloir se priver du marché économique européen, c'est le premier marché économique mondial. Donc on met des clauses, ils veulent commercer, welcome, mais vous respectez les mêmes choses. Mais il faut le faire dans les deux sens. Parce que nous, on a interdit chez nous dans l'alimentation un certain nombre de molécules, mais alors on ne s'emmerde pas pour aller les vendre ailleurs. Donc il faut qu'il y ait ce principe de réciprocité. Voilà. Après, qu'est-ce que... Vous m'en demandez 3, c'est ça? Ouais. Alors, ce que je veux simplement vous dire, parce que on a essayé quand même avec ma fondation, parce que vous savez, moi, j'invente pas grand-chose, j'écoute aussi. Vous recevrez, alors j'ai pas très bien compris, c'est pas sous forme de papier, mais je sais que vous communiquez par numérique, les propositions de la fondation. On n'a pas fait une liste à l'après-vert, hein, je vous rappelle, ça peut vous inspirer, ça peut peut-être conforter un certain nombre de choses. Et il y a dans ces propositions, notamment, l'idée de changer de compléter l'article 1 de la Constitution. Moi, je pense que c'est très important, plus que symboliquement. Et puis, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut rendre concrètes. Je vais simplement vous dire ce que l'on voudrait ajouter, si vous me laissez le lire. Il est nécessaire d'ajouter à l'article 1, premier de la Constitution, le paragraphe suivant. Alors évidemment, après, on peut laisser les constitutionnalistes regarder les choses un peu plus finement, mais enfin, nous avons fait ça avec des constitutionnalistes. La République garantit un niveau de protection de l'environnement élevé et en constante progression, notamment pour la protection de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Elle veille à un usage économe et équitable des ressources, respectueux des grands équilibres interdépendants qui conditionnent l'habitabilité de la Terre. Nous pensons qu'un tel ajout devrait permettre de bloquer tout futur recul d'un gouvernement qui voudrait revenir sur les avancées écologiques. Pour moi, c'est très important de faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient crantées définitivement, voilà, irréversibles. Je vous laisse après découvrir tranquillement, je pense, ces propositions que nous mettons à votre réflexion. Merci beaucoup. Nous enchaînons tout de suite avec Sylvain pour l'avant-dernière question. Alors, puisque vous expliquiez quand même qu'il fallait faire a priori et voir les choses vraiment en grand, après au niveau sociétal, la question, il y en a deux. Les logiques capitalistes, même intégrées à un capitalisme vert, ne sont-elles pas incompatibles avec la transition écologique? Point 1. Et les gouvernements et industriels sont-ils prêts à remettre en cause certaines logiques capitalistes pour agir en faveur de l'environnement? Après, évidemment, on pourrait deviser sur le mot capitalisme, qu'est-ce qu'on y met derrière? Est-ce que tout est acheté avec l'eau du bain? Bon, je m'y aventurerai pas, mais il y a des choses qui, d'évidence, et sans être forcément prix Nobel, sont incompatibles avec les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés d'abord aux limites de notre planète. Donc il n'y a pas besoin, me semble-t-il, d'être forcément très intelligent pour comprendre que si nous sommes confrontés à la finitude de nos ressources, un modèle qui est basé sur l'exploitation illimitée de ressources limitées n'a pas d'issue. Je pense que ça, chacun peut le comprendre. Bon. Donc, ce que je veux dire, en creux, c'est que le modèle ultralibéral n'est pas compatible avec les enjeux écologiques, mais comme il n'est pas compatible avec les enjeux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure. Le chiffre d'Oxfam qu'il faut prendre avec nuance, mais enfin qui donne de grandeur, que 1% concentre 93% des richesses de la planète, avec le monde solidaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le seul monde envisageable si on veut un monde en paix, et il n'est pas compatible. Voilà. Donc un monde capitalistique qui spécule sur des matières premières, des biens communs ou des ressources naturelles n'est pas compatible avec la préservation de nos ressources écologiques. Donc, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas une question d'être de gauche, de centre, du droit, il faut des règles. On doit se fixer des règles communes qui sont compatibles avec les limites dont on parle. Parce que, vous savez, au-delà de la crise climatique, pour ceux qui éventuellement s'en souviennent, ou qui l'ont appris dans les livres d'histoire, dans les années 60, il y avait ce qu'on appelait le Club de Rome. Le Club de Rome, c'était un certain nombre d'économistes qui avaient un peu appréhendé les conséquences d'un modèle économique qui était basé sur cette croissance exponentielle. Et globalement,
ils ont bien vu venir l'impasse, c'est-à-dire qu'ils avaient modélisé que avec les gains de productivité, de compétitivité, il y a un moment ou un autre, eh bien, il y a un certain nombre de ressources sur lesquelles est basée notre industrie, nos économies, qui allaient buter. Et en réalité, tout ce qu'ils ont prévu est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez maintenant des terres, comme on dit des terres, enfin des matériaux qu'on appelle des terres rares, mais vous avez des ressources, je ne sais pas, comme le cuivre, par exemple, maintenant qui vont bientôt devenir des terres rares. Donc, si on ne pilote pas la rareté, l'étape d'après, c'est la pénurie. La rareté, ça se pilote, la pénurie, ça se subit. C'est pour ça qu'il faut mettre des règles, parce que si vous basculez dans la pénurie, quand vous avez une nappe d'eau, tant que ça coule au robinet, ça se passe bien. Et le jour où ça coule plus, ça se passe mal. Bon. Donc il vaut mieux faire en sorte de ne pas attendre que le robinet ne coule plus. Donc il faut des règles. Voilà. Et puis il faut sortir d'un modèle qui entretient un faux espoir auquel nous avons tous cédé, parce qu'il est très sophistiqué, mais qui permet de promettre de satisfaire des besoins illimités à un nombre illimité. Voilà. En nous fabriquant tous les matins des besoins dont on ne peut plus se passer, alors que la veille, on n'en avait même pas l'idée. Voilà. Alors, je caricature un tout petit peu, mais voilà. Et puis, un modèle qui est basé sur ce principe d'économie linéaire, c'est-à-dire qui extrait avec force d'énergie, qui transforme avec beaucoup d'énergie et qui jette, eh bien, celui-là, malheureusement, il va falloir en sortir. Ou heureusement. Heureusement. Parce que le jour où les déchets deviennent de nouveau des matières premières, grand bien nous fasse. Mais tout ça, ça se programme. Ou alors, c'est juste un habillage. Ah, on fait un peu d'économie circulaire. Bon. Là, hier, au CESE, je le salue, il y a eu une étape franchie avec le plastique, la consigne et la programmation de la sortie des plastiques à usage unique. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, c'est une préconisation qui a été faite au CESE. Est-ce qu'elle va être retenue? Je l'espère, parce que je crois que la secrétaire d'État qui était concernée par cela était là. Mais il faut programmer les choses. Voilà. Donc voilà, si l'idée c'est simplement de changer la couleur de ce capitalisme sans limite, de passer du gris au vert, voilà. Même si demain on a des énergies renouvelables, ça nous empêchera, on sera quand même contraint de réduire notre consommation énergétique. Voilà. Parce que si on retrouve une abondance énergétique avec des énergies renouvelables, on va de nouveau épuiser toute autre forme de ressources. Donc c'est bien un changement systémique qu'il faut opérer. J'ai bien conscience que c'est très lourd et qu'il faut de la méthode. Autrefois, il y avait un commissariat au plan. Après, il a été remplacé, je ne sais plus comment ça s'appelait, Conseil France Stratégie. Ici, cette enceinte pourrait être un lieu, justement. Mais encore une fois, où chacun ne vit pas dans son coin. C'est-à-dire qu'il faut que l'Assemblée, le Sénat, l'exécutif, tout le monde se parle. Bon, tout le monde se nourrit. Je ne sais plus dans quel pays d'Afrique j'étais l'autre jour, 95% des préconisations du CESE étaient prises en compte par l'exécutif. Je ne sais pas quelle est la proportion aujourd'hui. Merci beaucoup. Pierre, last but not least, la dernière question. Ça marche. Tout d'abord, merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Je vous ai connu au milieu de l'eau. Vous voulez un verre d'eau? Parce que la question que je vais vous poser peut-être sera longue à la réponse. Elle va être longue ou difficile? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle est en dernier, donc voilà. Je commence à m'inquiéter. On peut peut-être appeler le petit Nicolas en renfort. C'est important, hydratez-vous, s'il vous plaît. Merci à votre. Monsieur Nicolas Hulot, croyez-vous en notre convention citoyenne pour le climat? Ça, c'est la première question. Ah bah. Alors d'abord, je voudrais juste m'excuser de quelque chose. L'autre jour, j'ai participé à une émission sur France Télévisions spéciale
la Fondation m'a dit, il y a un truc qu'on te demande, c'est que tu envoies un message de sympathie et de soutien à la Convention citoyenne. J'avais un truc à retenir. C'est le seul que j'ai oublié. Et je me suis fait engueuler, bien entendu. Ce que je devais le dire à la fin. Mais la fin, je ne sais plus pourquoi, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. J'avais un truc à penser, je l'ai oublié. Donc je vous demande pardon. Après, dans une autre interview, j'ai émis des doutes. Parce que je les ai encore. Pas de l'utilité. Pas du tout. Pas du principe. Puisque le principe, je peux vous dire, ça fait des années que ma fondation, et tout ça à l'instruction et par le copilotage d'un garçon qui s'appelle Dominique Bourg, que nous travaillons sur cette chambre du futur, à l'intérieur de laquelle on voulait faire entrer des citoyens tirés au sort. Donc ce principe-là nous semble nécessaire pour vitaliser la démocratie élaborative et participative. Bon. Le doute que j'ai, je ne doute pas de votre volonté, je ne doute pas de la diversité des intelligences, des expériences, qui est très fructueuse. C'est qu'est-ce qui peut sortir de structurant, mais ce n'est pas parce que j'ai un doute que j'ai la réponse. En 4, 5, 6 sessions, quelle que soit votre disponibilité, et je sais que vos travaux, je l'ai appris, ne se limitent pas aux 3 jours que vous passez ici, il y a des groupes de travail, vous allez même vous retrouver, voilà. Mais comme j'ai entendu parler d'un référendum éventuel ou d'une loi ou éventuellement de mesures réglementaires. Je me disais, mais c'est génial s'il y a un référendum. Mais alors là, il faut envoyer du lourd. Parce qu'on n'a pas l'habitude beaucoup en France de faire des référendums. S'il doit y avoir un référendum, il faut qu'il y ait quelque chose, là pour le coup, d'assez structuré. Bon. Et donc, le doute que j'avais, c'était est-ce que vous auriez le temps de faire quelque chose qui mérite un référendum. Bon, voilà. C'est ce doute-là que j'ai exprimé. Voilà. Mais je ne veux pas que ce doute soit mal compris. Moi, je pense que ça doit être quelque chose de précurseur, mais qu'il faut pérenniser. Voilà, bien entendu. Je pense que de toute façon, parce que je ne doute pas de la parole d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, voilà, je pense que là, ils ont compris que si on associe les citoyens, il faut qu'il y ait une vraie écoute et une vraie traduction, voilà. Mais voilà, je ne sais pas quel va être le niveau. D'abord, je ne connais pas l'état total de vos réflexions, de vos propositions. Après, il faut les rendre réalisables, il faut les planifier dans le temps. Mais voilà. Donc, je suis ravi. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Je viens d'arriver ici, j'ai passé 1 heure, je regarde les visages, etc. Mais je sais pas, il y a un état d'esprit allant ici, positif. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a un micro, mais ce qui a été le plus éprouvant pour moi dans mon expérience gouvernementale, c'était les séances à l'Assemblée. Parce qu'il y avait un état d'esprit, mais j'ai l'impression que tout le monde se détestait. Voilà. Alors qu'on va tous gagner ou on va tous perdre. C'est la famille humaine qui est face à son destin. Et donc, si à un moment ou à un autre, vous pouvez donner un exemple de maturité, ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord sur tout, vous n'êtes pas naïf. Mais quand je disais en préalable dans l'introduction, c'est d'abord l'état d'esprit qu'il faut changer. Parce que l'injonction écologique, l'injonction climatique, quelque part, c'est aussi une opportunité, parce que ça fait un moment que l'humanité ne sait plus où elle va. Et ça fait un moment qu'elle se divise pour des choses totalement futiles, et là, on peut peut-être se retrouver sur l'essentiel. Pour poursuivre dans cette réflexion, c'est d'après vous, Monsieur Hulot, quels seraient les indicateurs qui seraient fiables et qui attesteraient de la possible efficacité de notre Convention citoyenne pour le climat? Quels indicateurs pourraient être fiables? C'est vous les indicateurs. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir, c'est qu'après que vous ayez restitué, vous soyez auditionné pour voir ce que vous avez proposé, ça a bien été mis en œuvre. C'est ça l'indication, c'est la promesse qui a été faite. Et enfin... Vous voyez que c'est pas si difficile. Vous savez, quand vous êtes dans votre élément, l'eau, donc, tout va bien. C'est ça. Comment pourrions-nous faire pour que les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat soient adoptées par l'ensemble du gouvernement? Écoutez, moi je
ne suis pas parano. Hein. Je ne pense pas que le président, Elisabeth Borne, Édouard Philippe, ont fait ça pour se mettre une épine dans le pied. Ils ont fait une promesse publique, ils sont venus ici fixer un certain nombre de règles. Je pense que vous leur rendez service. Vous êtes là dans un esprit constructif, dans un esprit positif. Alors, est-ce que vous êtes représentatif des sensibilités de la société? Est-ce que ce tirage au sort vous donne cette représentativité? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Donc moi, je pense que je vous vois comme quelque chose pour moi d'inespéré pour eux. Vous allez leur donner un cap, une direction, peut-être pas un programme abouti, bien entendu, mais je pense qu'ils ont tout à gagner. Et ils ont surtout tout à perdre si jamais ça se terminait par une déception. Mais franchement, je ne fais pas de procès d'intention. Je ne pense pas que ça va être le cas. On assiste depuis le début du règne de M. Macron à une grande casse du service public et de tout ce qu'on peut appeler bien commun. L'hôpital, la sécurité sociale, la SNCF, et puis aussi les plus pauvres sont impactés, évidemment. On vend les barrages hydrauliques, je vous le disais tout à l'heure, les aéroports, les routes nationales, on vend tous les bijoux de famille. Et nous, ici, nous réfléchissons à comment faire en sorte de proposer au gouvernement des bonnes idées pour essayer de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Alors moi, quand je vois qu'on vend des barrages qui vont passer au privé, qui vont évidemment ne plus être entretenus de la même façon, on sait très bien comment ça se passe, ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Quand je vois qu'on veut vendre les routes nationales, il va se passer la même chose de toute façon. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici, nous? Et puis quand je vois aussi le plan de finances, le projet de loi de finances, pardon, je voulais vous demander, bon, avec tout ça, tout ce que je viens de dire là, plus le projet de loi de finances, avec une part pour l'écologie qui est quand même, que je trouve moins ridicule, puisqu'on est en train de travailler nous là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, c'est pour ça qu'on est un petit peu tous dubitatifs. Hein. Alors, des raisons de douter, des raisons de désespérer, je vais vous dire, on ne va pas en manquer. Voilà. Sauf qu'il y a un moment, il faut prendre une attitude et il faut avancer. Parce que sinon, on cède à notre pire ennemi qui est la résignation. Oui, moi, quand je suis arrivé en train tout à l'heure, voilà ce qu'on m'a appris. Loi de finances, article 50. 80 millions d'économies dans ce qui est accordé aux ONG qui sont dans la solidarité, en réduisant l'avantage fiscal. Alors qu'on sait très très bien que les ONG qui s'occupent de solidarité, elles comblent tous les trous de la raquette que la République ne couvre pas dans le domaine de la détresse et de la souffrance. Et dans le même temps, dans une séance de nuit à l'Assemblée hier, et je le dis dans une colère que vous sentez, profitant qu'il n'y avait pas grand monde, eh bien, on a prolongé l'avantage fiscal sur l'huile de palme jusqu'en 2026, qui va de coup faire un manque à gagner de 70 millions. C'est cet appel à la cohérence, à la vision intégrale. Je ne veux pas profiter de ma tribune ici, mais c'est à ça qu'il faut mettre fin. C'est ça qui réconciliera, parce que le citoyen, il est ni plus ni moins intelligent ou bête que les autres, mais c'est ce type de signal qui jette le discrédit sur la politique, qui fait que les gens n'ont plus confiance. C'est à ça qu'il faut qu'on mette fin. Et voilà pour ces échanges entre l'ancien ministre Nicolas Hulot et la Convention citoyenne pour le climat. Nicolas Hulot qui a fait un bilan très négatif de son passage au gouvernement en tant que ministre d'État de la transition écologique. Selon lui, toutes ces propositions étaient sapées par derrière par le ministre de l'économie et des finances. Il a aussi expliqué que les recettes de la fiscalité écologique devaient être redistribuées pour accompagner la transition des plus démunis. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez voir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.